Notre société valorise beaucoup la mobilité et valorise beaucoup la prise de risque et l'audace, les tempéraments un peu d'explorateur, quoi. Et donc évidemment, revenir chez soi, c'est complètement à rebours de cette idée. D'ailleurs, c'est à rebours puisque tu rentres. Donc il y a un truc de... tu vois, c'est pas hyper sexy, quoi. Pour le coup, c'était un peu audacieux comme choix. Et bon, tu vois, Dunkerque, c'est pas Marseille, quoi, dans la tête des Parisiens. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur, et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie. Le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui. Tout à fait, Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Saviez-vous que parmi ceux qui ont dit Ciao Paris, il y en a 30% qui reviennent dans leur région d'origine? Moi, j'ai découvert ce chiffre que je trouve assez impressionnant. Je pensais vraiment pas que c'était autant. J'ai découvert ce chiffre dans le livre de Pauline Rochard, Ceux qui reviennent, quitter Paris pour retourner dans son territoire d'origine, qui est paru aux éditions Payot. Et Pauline, elle a écrit ce livre parce qu'elle-même, elle a passé 12 ans à Paris, elle est retournée à Dunkerque, où elle a grandi, et elle a enquêté parce qu'il y avait plein de choses, plein de questions. D'abord, c'était pas aussi facile que ce qu'elle aurait pensé, ni de prendre la décision, ni après, au moment de l'installation. Et ça lui a donné envie de discuter avec pas mal de gens qui avaient fait le même move qu'elle pour comprendre un peu ce qui se joue dans ses retours. J'ai adoré cette conversation, j'espère que vous aussi. Et on a été tellement bavardes que, comme d'habitude, en même temps. Mais bon, j'ai fait le choix d'en laisser un maximum et j'en ai fait 2 épisodes. Donc là, vous êtes dans la première partie. Et la deuxième partie est déjà disponible, c'est l'épisode 85. Donc vous pourrez soit l'écouter dans la foulée, soit le mettre de côté pour l'écouter plus tard. Voilà. Bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Valérie. Moi, je suis ravie de t'accueillir. Merci de l'invitation. On s'est déjà parlé plein de fois. Hein, on s'est appelé quand tu préparais ton livre. On s'est envoyé des vocaux, des références, des blagues sur les réseaux sociaux aussi, hein, on peut le dire. Et t'es là parce que j'ai beaucoup aimé ton travail. Pour être honnête, moi j'ai découvert ton podcast sur le tard, c'est-à-dire que moi j'étais déjà rentrée à Dunkerque, j'avais déjà quitté Paris à l'époque, etc. Mais effectivement, quand je me suis lancée dans cette enquête pour le livre, je lisais et écoutais tout ce qui traitait des mobilités territoriales, et donc je suis tombée sur ton podcast et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'entendre toutes ces conversations avec les gens qui avaient fait le choix de quitter la capitale pour aller s'installer ailleurs. Et en fait, je crois que très vite j'ai voulu t'interroger toi pour savoir ce que tu avais observé dans ces dynamiques, dans ces trajectoires très différentes en fonction de tes invités. Et c'était bien, en fait, c'était bien pour moi de continuer à m'alimenter sur ces expériences empiriques, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est-à-dire moi aussi j'ai mené une enquête en allant chercher beaucoup de témoignages et j'ai essayé de croiser ces récits très subjectifs, très intimes des trajectoires résidentielles en les documentant et en leur donnant aussi du corps avec des analyses plus sociologiques et des références. Et moi, je suis toujours intéressée d'entendre les parcours des gens. Je trouve que ça dit vraiment beaucoup de choses.
Est-ce que tu veux bien te présenter du coup, Pauline, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Pauline, j'ai 36 ans, je suis consultante indépendante. Moi, j'explore le monde du travail et toutes les mutations en cours sur le marché du travail et de l'emploi. J'ai déménagé à Dunkerque, donc, dont je suis originaire. J'ai déménagé là-bas il y a 2 ans et demi. J'ai 2 enfants qui ont 6 et 4 ans, 2 petites filles. Et je fais des allers-retours du coup réguliers entre Paris et Dunkerque, notamment pour le travail. Tu es sociologue de l'expérience. Oui, alors c'est Laetitia Vito qui a mis ce mot-là sur mon métier, mais non, c'est parce que j'ai fait des études en sciences humaines et de sociologie avant de rentrer dans une école de commerce, mais je n'ai pas fait de thèse, je suis pas chercheuse en sociologie, donc je n'usurpe pas le titre, donc je ne me présente pas comme sociologue parce que ce serait faux. La matière de mon travail, c'est beaucoup la sociologie du travail et des organisations d'abord, parce que c'est ça mon métier, c'est d'accompagner les collectifs et les entreprises. Mais je lis beaucoup de sociaux par ailleurs. Mais Laetitia, du coup, un jour, donc Laetitia Vito, qui est une journaliste aussi, autrice aussi. Et qui a une excellente newsletter qui s'appelle Nouveau Départ. Exactement. Et je vous la recommande vraiment. Ouais, Laetitia Vito, elle s'intéresse aussi à tous les sujets de société et ce que ça raconte aussi de notre rapport au travail. Bon, bref, et effectivement, une fois, elle a eu ce terme assez drôle. Elle a dit, voilà, tu es une sociologue de l'expérience parce que j'essaye de combiner ce que j'observe, ce que je vois et ce que j'entends dans le réel, dans les entreprises, autour de moi, etc. Ok. Ah, mais je comprends mieux. Ce bouquin, ça t'amène à... C'est ton premier livre, mais ça t'amène à changer finalement à élargir ton spectre. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, comment t'es venue à ce sujet? Rappelle-nous le titre de ton livre. Ceux qui reviennent, voilà, et c'est le sous-titre, c'est Quitter Paris pour retourner dans son territoire d'origine. Aux éditions Payot. Comment j'en suis venue à choisir ce sujet? Déjà parce qu'en fait, c'est mon expérience à moi, c'est mon parcours. Effectivement, donc après avoir vécu 12 ans à Paris, j'ai décidé de quitter la région parisienne pour rentrer donc, dans mon département d'origine. Enfin, au départ, le projet n'était pas vraiment d'en écrire un livre. Au départ, c'était de se dire tiens, je vais commencer à interroger autour de moi des gens qui ont vécu la même trajectoire pour voir s'ils partagent ce que j'observe, ce que je ressens, mes sentiments un peu ambivalents vis-à-vis de ce retour. Donc j'ai commencé comme ça à faire des entretiens. Qu'est-ce qui te grattait, qui t'a amené à avoir envie d'aller interroger d'autres gens? Les 3-4 premiers mois après être rentrée donc dans ma ville d'origine, j'étais un peu tiraillée. D'un côté, je me sentais très contente et très heureuse d'avoir retrouvé un environnement qui m'était très familier. Je revenais dans ma région, je m'étais rapprochée de ma famille, de certains de mes amis d'enfance, d'un paysage que j'aime beaucoup et que j'avais jamais vraiment totalement quitté puisque je faisais des allers-retours régulièrement dans le Nord, même quand je vivais à Paris. Je sais pas, j'étais contente et puis soulagée aussi d'avoir quitté tout ce qui me pesait à Paris, les petits espaces, le manque de relais familial, etc. Enfin, on y reviendra. Mais par ailleurs aussi, très honnêtement, le premier hiver à Dunkerque, c'est pas forcément facile parce qu'on se rend compte qu'on a quand même perdu un peu nos repères. Je me retrouvais dans une ville qui était quand même très différente de Paris. C'est pas Nantes, c'est pas Lyon, enfin c'est pas une métropole, Dunkerque. C'est une composition sociale qui est très différente, beaucoup plus mixte. On croise pas les mêmes gens et donc on n'a pas les mêmes modes de vie. Cet écart-là, même si je l'avais anticipé, je savais bien, puisque c'était d'où je venais, donc c'était pas complètement nouveau. Je crois que j'avais pas mesuré l'importance de l'écart que j'allais ressentir. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je pense que ça me ferait du bien d'entendre les trajectoires d'autres personnes qui sont rentrées, mais pas que dans le Nord en fait, dans d'autres régions. Et en fait, très très vite, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, il y a plein de traits communs en fait dans nos histoires. Et là, je me suis dit, bon, s'il y a des traits communs, c'est que ça raconte quelque chose de notre époque, de notre besoin d'ancrage, de notre relation au travail, et puis de notre rapport aux autres, à l'altérité, aux liens qu'on continue de cultiver, etc. Surtout vu ce qui se passe en ce moment politiquement. C'est quoi ton histoire avec Paris, toi, Pauline? Donc, où est-ce que tu as grandi? À quoi ressemble ton enfance? Et
voilà, un peu dans les grandes lignes jusqu'à l'arrivée à Paris. Alors moi, j'ai grandi à Wormhout, qui est une petite commune rurale du Nord, voilà, donc entre Dunkerque et Hasbrook, je situe, parce que voilà, c'est vraiment une petite commune, à peu près 5000 habitants, et c'est ce que je décris un peu rapidement dans le livre au début. Effectivement, moi, mes amis d'enfance ont des pères ou des parents plutôt agriculteurs ou commerçants ou employés à l'usine ou petits notables locaux, pharmaciens. Plutôt des gens dans le concret. Oui, plutôt. J'ai fait mon lycée dans la sous-préfecture voisine, donc à Hasbrook. Ensuite, je suis partie à Lille, donc la ville universitaire de ma région, pour faire mes études. Et donc, je suis entrée en Hippocagne à Lille. Ensuite, je suis restée à Lille pour faire une école de commerce. Et puis, très vite, pour les premiers stages, je suis partie à Paris. Et c'est vrai que c'était un peu... On ne se posait pas trop de questions à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait un peu le sentiment que... il fallait en être, quoi. Il fallait avoir une expérience à Paris pour commencer à étoffer son expérience professionnelle, etc. Et puis, une fois que vous faites un stage, vous en faites un deuxième. Et puis, en fait, pour trouver un boulot, ou son premier emploi, comme c'est beaucoup une histoire de réseau, comme votre réseau est en Île-de-France, vous trouvez un boulot en Île-de-France. Tu fais quoi comme métier, alors, du coup, en sortant d'école de commerce ? Moi, mon parcours a été un peu... Je me suis longtemps cherchée parce que j'ai pas trop aimé l'école de commerce. J'ai très vite regretté d'être allée dans ce parcours-là. Ce que j'aimais, donc, ça a toujours été la sociologie et les sciences humaines. Et donc, je me disais, quel est le métier qui pourrait me permettre d'explorer encore un peu ces dimensions-là ? Et je me suis dit, peut-être les ressources humaines. Ça peut paraître alambiqué, mais quand même, j'y voyais des liens entre la sociologie des organisations et les RH. Et je signe mon premier CDI, donc dans ce cabinet de conseil, là, j'ai 23, 24 ans. En fait, ce qui est marrant, c'est que ma première rencontre avec Paris, je crois que c'est à l'EDEC, à Lille. C'est ça qui est un peu paradoxal. Et quand on arrive à l'EDEC, qui est donc je mets des guillemets, une grande école de commerce, forcément, on a des Parisiens qui se retrouvent à l'EDEC, qui ont passé les concours et qui arrivent. Et je sens déjà un espèce de petit décalage. C'est pas qu'une histoire de ville, mais c'est aussi une histoire de milieu social, etc. Je sais pas, il y avait comme un truc de... Ça m'impressionnait un petit peu, pour être honnête. Une forme de confiance en soi qui émanait un peu comme ça. Je savais pas trop l'expliquer, mais c'est ce que je ressentais. Et quand je suis arrivée à Paris, encore pire, mon premier stage, c'était chez Public Sénat, la chaîne parlementaire. Public Sénat, à l'époque, c'était boulevard Raspail, vraiment dans le quartier latin et tout. Donc, l'archétype de Paris, j'avais l'impression que les gens étaient tous très stylés, tous très minces, tous très beaux, tous très intelligents. Je sais pas, il y avait... Mais parce que le quartier latin, c'est une goutte d'eau dans Paris. Mais bon, de fait, ça véhicule tout un tas de représentations et de stéréotypes. Donc, mon premier contact avec Paris, c'est ça quand même. C'était ça, mon premier stage. Mais c'est vrai que tu te sens un peu... Moi, j'ai débarqué à Paris dans le quartier latin. Et c'est vrai que... Mais moi, je me sentais vraiment comme une bouseuse, quoi. Et en plus, j'avais un accent à couper au couteau à l'époque. Moi, je l'avais déjà gommé un petit peu à l'EDEC. Gommé, pas non plus... je sais pas si j'avais un accent hyper Parce que fort, là, t'as pas d'accent. Et moi non plus. Et je me demandais, est-ce que c'est un processus comme moi un peu inconscient, ou à un moment tu le gommes pour te fondre dans la masse? Complètement. Parce que sinon, je sais pas toi comment ça se passait à l'époque, mais moi à l'époque, les gens ne me parlaient que de ça. C'est-à-dire que je rencontrais quelqu'un, on me disait « Ah, mais t'es corse, ha 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 ». Alors déjà, ça les faisait beaucoup rire. Tu peux dire n'importe quoi, les gens rient. Et on ne te parle que de ça. Oui, c'est ça. Alors, peut-être que la Corse, c'est parce que c'est une identité régionale très forte et que, je sais pas, les gens ont peut-être un avis et une représentation et une idée de ce qui se font de la Corse et peut-être qu'ils veulent la confronter avec toi. Je pense que le Nord, ça doit être pas mal aussi. Oui, mais le Nord aussi, alors un peu moins... Parce que les deux cristallisent, je pense, des bons clichés, des bons préjugés. Ouais. Toi, ça doit être la picole et puis moi, c'était les bombes, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que je l'avais déjà un petit peu gommé avant d'arriver à Paris. Mais c'est vrai qu'en tout cas, même encore maintenant, je fais encore un peu attention quand j'arrive à Paris ou quand je suis dans mon milieu professionnel. Évidemment, quand je suis revenue à Dunkerque, là, mon accent il est revenu très tôt. Mon accent et des expressions, des façons de parler et tout. Et pourquoi tu fais attention ? Je sais pas, ça aussi c'est un peu ambivalent. Est-ce que c'est une histoire de honte ?
Bon, je crois qu'il y avait un peu de ça. En plus, l'accent du Nord, c'est pas super sexy et c'est plutôt sujet de moquerie plutôt que c'est pas l'accent toulousain hein, ou je sais pas, c'est pas un accent forcément que les gens aiment entendre, je crois. Même si il y a quand même un mépris des accents régionaux de manière générale dans ce pays. Mais pourquoi je pense que c'est naturel en fait. Comme tout le monde, on a envie de se fondre dans le groupe social dans lequel on navigue. Et donc, ça passe par son accent, par ses vêtements, on adopte les codes de notre groupe social d'appartenance. Mais je crois que ça, c'est tout à fait naturel. En fait, tout le monde fait ça pour se sentir accueilli et intégré. Donc, je crois qu'on le fait naturellement. Et du coup, après, quand on navigue, comme c'est le cas pour moi là, bah oui, je pense que je navigue un peu. Par exemple, mes collègues parisiens m'ont dit, depuis que je suis revenue dans le Nord, que j'avais repris l'accent du Nord et que quand je revenais, là, à Paris, ils me disaient « Ah, là, tu vois, t'as un peu l'accent ». Alors qu'ils ne m'avaient jamais connue avec l'accent du Nord, puisqu'ils m'ont toujours connue à Paris, comme étant habitante de Paris, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a un truc qui se joue un peu avec les accents, c'est sûr. Tu te sentais chez toi quand tu étais à Paris ? Pas vraiment. J'aimais cette ville et j'aime toujours cette ville, mais je me suis jamais sentie chez moi, non. C'était la ville de mon travail. Effectivement, j'y suis arrivée pour les stages et ensuite j'ai eu mon premier emploi là-bas. Mon conjoint a eu son premier emploi là-bas et c'est moi qui l'ai fait venir à Paris. Lui, au début, il n'était pas très chaud. Parce que ton conjoint, je fais une parenthèse, mais tu l'as rencontré très tôt. Oui, je l'ai rencontré c'est ce que tu racontes dans le livre. Vous êtes mis ensemble au lycée, je crois. Oui, on s'est mis ensemble au lycée. Donc on est du coup tous les deux originaires du Nord. Et lui, il avait plutôt envie d'aller à Lille. Mais finalement, il est arrivé à Paris et voilà, ça s'est très bien passé aussi. Mais donc, je sais pas, je crois qu'on associait vraiment Paris à la ville du travail et en même temps à notre vie de jeune adulte. On s'est fait aussi... c'est des années fondatrices quand même, le 25-35. C'est quand même une période de ta vie où tu te cherches encore un peu, où tu assois ton expérience, tu te cherches à prouver peut-être des choses aussi. Mais construction au global, en fait. Pas que de la carrière, je pense, de ton identité aussi en général, parce que tu continues à rencontrer des gens qui vont vraiment compter pour toi longtemps. Et puis, par ailleurs, après, moi, j'ai eu mes enfants à Paris, donc c'est quand même une autre expérience fondatrice là que celle de la parentalité. Donc, c'est aussi un petit choc dans... À quel âge t'as tes enfants à Paris ? 30 ans. Oui, donc du coup, ces années-là, c'est beaucoup de choses, quoi. C'est beaucoup de fondations professionnelle, personnelle et tout. Donc, pour répondre à ta question, j'aime cette ville et elle compte énormément pour moi, mais je me suis jamais vraiment sentie complètement chez moi. En écrivant le livre, je me suis souvenue d'une anecdote, un truc qui peut paraître anecdotique, mais je crois que c'est pas du tout anecdotique. C'est qu'en 12 ans de vie parisienne, je n'ai jamais voté à aucune élection. Et c'est marrant parce qu'en discutant avec mes copains à moi qui étaient à Paris, on était nombreux à faire ça, c'est-à-dire à retourner chez nous pour aller voter. Et je me suis dit, mais c'est marrant, qu'est-ce que ça raconte, ça, de notre lien au territoire ? Parce que quand même, tu te mets à voter quelque part quand tu te sens vraiment d'ici. Et tu as envie que ta voix compte quand tu te sens ici. Installé, entre guillemets. C'est que je me suis aperçue, en lisant ton livre, que j'avais fait la même chose. Et je n'ai commencé à voter ici que quand je me suis installée à Saint-Ouen. Et c'est aussi le moment où, pour la première fois, je me suis sentie un peu chez moi. Ouais. Et puis, je crois que j'ai toujours un peu su, au fond de moi, que ça n'allait être qu'un passage. Je savais que j'allais pas y rester toute ma vie. Ça a été assez... Et pour le coup, pour mon conjoint aussi. Après, il y a des choses qui se sont accélérées avec l'arrivée des enfants, évidemment, pour des raisons très pratico-pratiques. En fait, là, ça commençait vraiment à me peser. C'est-à-dire que tout ce que j'avais apprécié à Paris commençait à me peser. Et je devenais un peu négative. Je voyais les choses... je trouvais que... Oui, on vivait dans des appartements qui étaient trop petits parce qu'on était 4 et j'avais l'impression qu'on manquait d'espace. Voilà, les trucs hyper basiques et qu'on a entendu 1000 fois. Mais puis en plus, on était en système de garde partagé. Là, tu sais, à Paris, c'est ultra courant. Ça, par exemple, à Dunkerque, ça n'existe pas. Les gens m'ont regardé avec des yeux ronds quand j'ai raconté ce principe. Et donc, quand c'est chez toi, il y a 4 enfants dans ton espace. Sauf que moi, j'étais en télétravail. Et du coup, là, je voyais les choses qui commençaient à me peser, prenaient beaucoup de place. Et donc, je me suis dit, je crois que j'ai envie de partir.
Puis par ailleurs, en plus, j'étais entre-temps devenue indépendante, j'avais quitté mon emploi salarié. Donc pour moi, ça me semblait possible de travailler d'ailleurs. Enfin, tu vois, de garder un lien avec Paris, mais d'aller m'installer ailleurs. On en a discuté avec mon conjoint et lui, en revanche, c'était pas le cas du tout. Lui, il est fonctionnaire, donc il s'agissait de trouver un autre emploi dans la fonction publique. Et à l'époque, on n'a pas voulu tout de suite rentrer chez nous. C'est ça le paradoxe. De manière ultra grégaire et caricaturale, on envisage les métropoles un peu à la mode. Donc Nantes, Bordeaux, bon. Oui, en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Enfin, mon mec a passé des entretiens dans ces villes et ça n'a pas fonctionné, quoi. Et puis vraiment, au bout d'un an, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que reproduire notre mode de vie, pour le coup parisien, c'est-à-dire c'est quand même des métropoles où la vie est chère, les espaces, ok, c'est moins cher que Paris, mais ça reste des villes chères. Et donc en fait, ça n'a pas dû prendre trop longtemps dans notre tête pour se dire que non, c'était pas la bonne idée et que peut-être il fallait rentrer. Et là, comme par hasard, quand on a pris la décision de rentrer dans le Nord, il a trouvé un emploi tout de suite. Ça a été beaucoup plus facile, quoi. Et donc je pense que ça, à l'origine territoriale, ça joue aussi un peu dans la recherche d'emploi. Pas forcément très glorieux de le dire, mais il y a quand même des petites préférences aux locaux. C'est vrai que le fait de pouvoir dire « je connais ce territoire, j'ai du réseau, je connais les codes et tout », c'est quand même facilitant quand tu cherches un emploi. Là où, en revanche, ça lui avait joué des tours quand il avait passé des entretiens dans d'autres villes, tu vois. D'un côté, ça peut se comprendre d'un point de vue très pragmatique d'un employeur. De l'autre, c'est un motif de discrimination comme un autre. Donc, il y a un moment, ça se présente comme une évidence. Et pourtant, dans ton livre, tu dis, à un moment, avoir le sentiment de revenir en arrière. Ben oui. Je l'ai souvent entendu, tu vois, de la part d'auditrices ou d'auditeurs. Ah ouais, mais je pense que ça, c'est quelque chose de très partagé. Enfin, on en a beaucoup parlé avec les gens que j'ai interrogés pour l'enquête. On a tous ressenti ça à un moment donné. Parce que, en plus, on vient plutôt de territoires dont on a voulu partir. L'émancipation plutôt sociale, intellectuelle et tout ça, passait par le fait de quitter ces villes. Donc, de fait, revenir là-bas, oui, je pense que ça nous a... C'est aussi pour ça que ça n'a pas été l'option numéro 1 tout de suite quand on a décidé de quitter Paris. Je crois qu'on ne l'avait pas verbalisé, mais c'est ce qu'on ressentait. On se disait, retrouver le connu, bon, bof, quoi, pourquoi faire ? Enfin... Et puis je pense que ça nous paraissait pas très audacieux dans le regard des autres aussi. Enfin, il y a quand même un truc qui se joue aussi dans le regard des autres, quoi. Ouais, parce qu'en plus, tu dis une chose, c'est que souvent, cette idée de réussite autour du changement de vie, etc., c'est très associé à la prise de risque. Ah ouais. Et c'est ça qui est valorisé, en fait. Et finalement... retourner dans ta région d'origine, moi on me dit toujours « Oh, mais de toute façon, c'est plus facile. » Ou « C'est plus facile pour toi qui as vécu en province de déménager, de retourner en province. » D'ailleurs, je déteste ce mot de province. Ça dit vraiment tout le truc. Ah, moi je l'aime bien. Tout ce truc élitiste. Ah, pour moi, c'est vraiment... Et en même temps, j'aime... Bon, maintenant, on dit dans les régions ou en région. Ouais, mais moi, je trouve ça pire, en fait. Je sais pas ce qui est mieux, tu vois, mais il y a toujours quand même ce truc un peu vertical, quoi. Oui, mais en même temps, c'est en fait, ça, tu vois, ça décrit une réalité objective. Enfin, il y a Paris et la province dans notre pays, tu vois, c'est historique. Oui. Donc moi, je trouve que... Moi, au contraire, je le revendique un peu, ce mot de province, parce que je pense que c'est aussi à nous de se le réapproprier, c'est-à-dire que oui, on l'a moqué, enfin, ça a été plutôt associé la province, les ploucs, quoi. Mais moi, je trouve que c'est encore pire, ces espèces de nouveaux mots là qu'on essaye de populariser, les territoires, les régions. Je trouve que c'est creux, ça dit rien. Et en fait, je trouve que c'est encore pire, je trouve que c'est encore plus d'en haut. Bon, en tout cas, pour revenir à ta question d'origine... Oui, je pense que notre société valorise beaucoup la mobilité et valorise beaucoup la prise de risque et l'audace, les tempéraments un peu d'explorateur, quoi. Et donc, évidemment, revenir chez soi, c'est complètement à rebours de cette idée. D'ailleurs, c'est à rebours puisque tu rentres. Donc, il y a un truc de... tu vois, c'est pas hyper sexy, quoi. Ouais. Et comment réagit ton entourage, toi, parisien, quand tu leur dis...
je vais revenir dans ma région d'origine. Ouais, je pense qu'il y a eu 2 types de réactions. Il y a les gens qui me connaissaient bien, qui n'ont pas été très surpris, parce qu'en fait, ils savaient les liens que j'entretenais avec ma région et avec mes proches aussi du Nord, et du coup, ils étaient plutôt très contents. Ils se sont dit, c'est super, et on n'est pas surpris, ça te va très bien, ça vous va très bien. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas compris. Il y a ceux qui... et là, c'était plutôt, je pense, mes collègues, plutôt mon milieu professionnel, ou des clients et tout ça, qui étaient un peu... Dunkerque, déjà, je pense que c'est à peine s'ils savaient le placer. Alors, si tu nous Dunkerque sur la carte. Dunkerque, c'est tout en haut. C'est vraiment 15, c'est tout en haut, donc tout au nord du pays, et on est vraiment à 15 km de la frontière belge, quoi. Donc c'est effectivement sur la côte, c'est un littoral, hein, c'est une ville portuaire, mais c'est tout en haut du nord. Et eux, effectivement, n'ont pas trop compris, et en plus, comme cette ville trimballe encore tout un tas de stéréotypes plutôt négatif, même si elle est en train de changer, et c'est un territoire qui est en mutation, vraiment c'est incroyable ce qui est en train de se passer, mais quand même dans la tête des gens, Dunkerque c'est le chômage, l'alcool, l'industrie polluante et un peu la mer. Mais voilà, c'est un peu les quatre tu vois, choses auxquelles tu penses quand tu n'as jamais mis les pieds à Dunkerque, et le temps du chiotte aussi, qui est quand même ça plus ou moins avéré, mais mais voilà, tu vois, c'est un peu les clichés qu'on a sur la ville. Ouais. Donc oui, je pense qu'ils n'ont pas trop compris. Enfin, une certaine partie de mon entourage n'a pas trop compris. Peut-être que pour être tout à fait honnête avec toi, ça m'a quand même... À la fois, j'étais sûre de mon choix, et en même temps, j'avais un peu peur. Et de voir que certains comprenaient pas trop mon choix, ça a activé un petit peu mes peurs. Je me disais, quand même, quoi, c'est vrai quand même, au niveau professionnel, je vais peut-être avoir moins d'opportunités, ça va être plus compliqué, tu vois. Et puis, il y avait plein de clichés sur le fait que, oui, on n'a pas les mêmes modes de vie, et je me disais, ah oui, c'est vrai que ça va peut-être être un peu dur que la greffe reprenne, quoi. Donc ça m'a fait sourire beaucoup, mais pour être honnête, peut-être que ça m'a aussi un peu inquiétée. Je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est un peu, pour le coup, c'était un peu audacieux comme choix. Ouais. Peut-être plus audacieux que de revenir à Lyon ou à Marseille, tu vois, des villes qui, dans la tête des Parisiens, sont aujourd'hui plutôt connotées très positivement. Et tu vois, Dunkerque, c'est pas Marseille, quoi, dans la tête des Parisiens. Est-ce que tu dis aussi dans ce que ça réveille chez toi, en termes de crainte, de questionnement et tout, est-ce que ça parle pas aussi un peu de ta vision de la réussite ? Ah si, complètement. En fait, revenir chez soi, ça implique nécessairement de se poser la question de la place du travail dans nos vies, et donc, in fine, de la réussite sociale. Et ceux qui choisissent d'aller trouver un emploi en local, potentiellement tournent le dos à une ville où les opportunités semblent infinies. Il y a tout un tas de secteurs où quand même Paris reste un peu la locomotive, quoi. Moi, j'avais le sentiment, pour le dire de manière très cash et très primaire, j'avais l'impression que j'allais disparaître professionnellement. Ouais. Moi, j'ai eu peur aussi de ça parce que je suis indépendante. Alors, c'est du coup pas du tout la même configuration que les gens qui choisissent de trouver un emploi en local, mais ceux qui choisissent de se réancrer, potentiellement, tu vois, dans mon enquête, m'ont expliqué que ils sont passés d'une grosse structure à une PME ou de la fonction publique d'État à la fonction publique territoriale. Enfin, c'est quand même du coup des mouvements professionnels qui sont pas anodins, parce que c'est pas les mêmes codes, parce que les tailles de structure sont pas les mêmes. Donc oui, ça vient quand même beaucoup te questionner sur ton rapport au travail et ce que tu viens y chercher. Et puis moi, en tant qu'indépendante, c'est vrai que c'était pas évident, parce que tu te dis, en fait, quand tu es indépendant, ce qui compte, c'est le réseau. Enfin, c'est quand même comme ça que tu trouves du travail et tes missions, etc. Et moi, j'avais 0 réseau dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin vraiment 0. Oui, t'es partie, t'étais jeune, donc voilà. T'as pas eu le temps de t'y faire un réseau professionnel. Et donc c'est vrai que ça m'a inquiétée, et puis c'est toujours quelque chose qui me... Enfin, c'est un truc où j'ai pas encore tout à fait trouvé l'équilibre, quoi. J'aimerais avoir plus de missions en local, et en même temps, c'est pas simple, parce que tu reconstruis pas un réseau de 10 ans en quelques mois, ça se fait pas forcément très facilement. Comment ça refaçonne cette notion, qui est très personnelle pour chacun, de réussite, justement, selon toi ? Justement, tu t'émancipes un peu de ces injonctions à la réussite. Ouais, c'était un peu suivre le chemin un peu tracé,
Mais alors que du coup, la décision du retour, c'est vraiment ta décision. Il y a un truc de tu reprends un peu comme si tu reprenais de l'autonomie sur tes choix professionnels et ta carrière. Du coup, ouais, tu décides vraiment de ce que tu as envie pour toi. Tout le monde s'est posé la question de la place du travail dans sa vie. Et ce qui était très clair, c'était moi, ce qui compte, c'est pas forcément de monter en hiérarchie ou d'avoir plus de responsabilités ou d'être directeur de je sais pas quoi ou d'avoir plus d'argent, mais de me sentir bien dans ce que je fais, de me sentir avoir de l'impact là où je travaille. Enfin, tu vois, cette idée d'avoir le sentiment de contribuer dans ta boîte, voire sur ton territoire. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé de ça. Et de fait, le retour au pays permet dans une certaine mesure ça, ce truc de se sentir un peu plus acteur vraiment dans sa vie professionnelle et de voir le résultat de son travail là où parfois à Paris, et encore là je parle évidemment des boulots plutôt de cadre dans des boîtes et tout, où tu as un peu le sentiment de déréalisation, enfin tu as du mal à voir l'impact concret et le résultat concret de ton travail. Ouais, j'ai interviewé là récemment c'est un épisode qui a été diffusé alors, le 20 février, parce que je ne me souviens plus du numéro de l'épisode, mais Adrien, qui lui vivait en Suisse, est revenu dans sa région d'origine, en Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté, et il est passé d'infirmier à maraîcher. Et il me disait exactement ça. Il me disait, mais que lui, il voulait un truc concret, quoi. Que quelque chose qui matériellement puisse se voir, qui puisse être tangible, en fait. Ouais, et je dis, mais pourtant, ce que tu faisais, enfin, tu vois, il bossait dans des services de réa, il sauvait vraiment des vies, quoi. Oui, il n'avait pas un bullshit job, quoi. Et pourtant, il a eu ce besoin de retour à la terre et de retour à quelque chose de tangible, quoi. Ouais. Alors, oui, et ça, c'est une partie des mouvements qu'on voit depuis une dizaine d'années, ce retour de l'artisanat, voilà, mais c'est pas c'est un épiphénomène, enfin vraiment statistiquement c'est assez peu de gens et c'est plutôt et au final tu vois, même si tu te reconvertis pas dans des métiers liés à la terre ou à l'agriculture, etc., il y a quand même, tu peux avoir ce sentiment d'avoir un boulot plus concret parce que tu changes d'échelle. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas nécessaire forcément d'avoir une reconversion professionnelle aussi drastique que d'un emploi de bureau ou des métiers du soin vers les métiers de la terre, même si les métiers du soin et les métiers de la terre sont liés. Mais tu vois, ça passe par autre chose. Ça peut être aussi un changement d'échelle. D'être dans une plus petite boîte ou, je sais pas, dans une asso, enfin, des choses où tu vois plus vite, en fait, le résultat de tes actions. Bon, après, sur la question du travail, il y a aussi ceux qui changent pas de job. Ouais, ceux qui télétravaillent. C'est une possibilité, quoi. Ça fait aussi partie des options disponibles. Mais là encore, pour moi, le télétravail, c'est bien, tu le dis dans ton bouquin, hein, c'est un peu le meilleur des deux mondes, où à la fois, tu es ancré en local, et en même temps, tu vis en ville, tu es sans mari, sans enfant, la plupart du temps, parce que tu retrouves un peu une vie de célib, où tu n'es que la professionnelle. Je trouve qu'il y a des écueils à ça, d'abord, mais je trouve qu'il y a un côté un peu schizo. Ah complètement. Et puis, je pense que c'est une forme d'illusion. Et c'est un peu l'illusion, moi, le déni dans lequel j'étais à un moment, et je constate quand même chez pas mal de gens qui disent « En fait, j'ai déménagé, mais ça n'a rien changé. » Ouais. Et je ne crois pas à ça. Je pense que c'est une espèce de résistance au changement, tu vois, comme si tu t'auto-bloquais, quoi, quelque part. À long terme, c'est pas tenable. Que en fait, t'es rattrapé par ce truc de devoir faire un choix, en fait. Pour moi, ça malmène le sentiment d'ancrage, en fait. Donc, du coup, or, c'est ce que t'es venu chercher. Donc, du coup, c'est compliqué d'allier les deux. Ou alors, il faut que ce soit très ponctuel et du coup, en gros, c'est facile pour les indépendants. Mais tu vois, pour ceux qui font la navette 3 fois par semaine, franchement, c'est intenable. Il faudrait que je fasse un 2e livre dans 5 ans pour voir où ils en sont. Mais c'est trop énergivore et t'es jamais là où tu dois être. Et tu vois, dans les déménagements, il y a des deuils à faire. De qui tu étais avant, parce que finalement, le point commun vraiment entre
tous les gens qui ont dit ciao Paris ou ciao Toulouse ou ciao Lyon pour aller ailleurs. En tout cas, le point commun entre tous ces gens qui déménagent, c'est qu'ils ont tous connu ce point de rupture dont tu parles dans ton livre et dont on a discuté ensemble. Ils ont besoin de se réinventer. Il y a un événement qui fait qu'ils ont besoin de se réinventer et ça passe par un nouvel endroit où ils peuvent se présenter avec leur nouvelle identité quelque part. Ah, mais c'est compliqué quand tu reviens chez toi parce que les gens te connaissent quand même. Donc t'es pas non plus, tu te réinventes pas tout à fait. Comme je vous le disais en intro, la suite de notre conversation est déjà disponible dans l'épisode 85 et on continue la conversation sur comment sont accueillis ceux qui reviennent par ceux qui sont restés. Et dans la suite de notre conversation, on aborde aussi l'aspect politique des choses, ce qui est assez rare dans les épisodes de Ciao Paris. C'est un choix éditorial. Je préfère d'ordinaire me concentrer sur les témoignages. Mais c'est vrai que là, l'éclairage qu'elle apporte, notamment sur la notion de racine et l'utilisation qui en est faite par l'extrême droite, je trouvais que c'était des éléments vraiment éclairants, en plus dans le contexte actuel très importante. J'espère que cette conversation vous plaira. Je vous dis à tout de suite dans l'épisode 85 pour continuer la conversation avec Pauline Rochard. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, c'est I-A-O. Allez, ciao. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin. Montage et mixage par Emmanuel Charret, Skoll Prod. Direction artistique et logo Ciao Paris, Anna Naoum.